Bon retour parmi nous, les vrais rois des monstres. Dans l'épisode précédent, Yi et Chuzu ont survécu à l'épreuve de l'œil du mirage de l'université de la capitale et ont vaincu le plus puissant rassemblement de nouveaux étudiants à l'intérieur de la ville morte. Après que Yi a tué le terrifiant masque du dragon et récupéré les pendentifs du zodiaque, son équipe s'est classée première, et tout le train a commencé à se demander qui était vraiment ce monstre venu de la ville d'Enchant. Ensuite, le système l'a récompensé avec le modèle du vampire Raku, offrant à notre garçon une nouvelle carte maîtresse complètement absurde avant même qu'il ait posé un pied sur le campus. Et aujourd'hui, Yi arrive enfin à l'université de Uadu, où un campus flottant, des mentors surpuissants et une fille aux cheveux blancs très dangereuse l'attendent pour tester jusqu'où son corps de monstre peut aller. Continuons. De retour dans le train de l'université de Uadu, Yi fixait encore la récompense qu'il venait d'obtenir du système. Le modèle du vampire Raku n'avait peut-être pas une lignée très impressionnante au premier regard, mais sa forme évoluée possédait une capacité de gel du temps. Autrement dit, notre garçon venait de tirer une carte dorée de rang SR et faisait de gros efforts pour ne pas rire comme un méchant en public. C'est à ce moment là qu'Ouyang s'approcha et lui demanda s'il était bien Yi. Derrière lui se tenait Yan Zhangxian, l'air extrêmement nerveux. Le pauvre criait pratiquement intérieurement à de se calmer, parce que si son ami cherchait des ennuis à Yi maintenant, il n'y avait aucun hôpital dans ce train capable de gérer une reconstruction d'ego en urgence. Mais fixa notre garçon et lui demanda s'il était vraiment celui qui avait vaincu le masque du dragon. Yi le regarda et le corrigea aussitôt. Il ne l'avait pas vaincu. Il l'avait tué. Ce mot rendit l'expression de The grave. Tuer. Il comprenait mieux que quiconque que survivre au masque du dragon et tuer le masque du dragon étaient deux choses complètement différentes. Puis il expliqua pourquoi il était venu le voir. Il comptait fonder un nouveau club à l'université de Uadu, séparé du conseil des étudiants, et il voulait que Yi les rejoigne. Plus encore, il était prêt à nommer Yi président. Tout le train en fut immédiatement surpris. Selon eux, la place de meilleur nouvel étudiant et la présidence du conseil des étudiants avaient toujours été fermement contrôlées par les étudiants locaux de Uadu. Chaque année, les étrangers regardaient plus ou moins le même cercle se transmettre le pouvoir comme un héritage de famille. Mais la force de Yi lui donnait l'espoir de briser cette tradition. Alors il lui fit cette invitation avec sincérité et lui demanda de les rejoindre. Les autres étudiants du wagon explosèrent aussitôt en murmures. L'arrogant Ouyang venait vraiment d'inviter Yi en premier, et voulait même qu'il devienne président. À leurs yeux, cela ressemblait au début d'une organisation légendaire à Uadu. Un moment historique était sur le point d'arriver. Malheureusement, ce fut plutôt un rejet historique. Yi s'excusa calmement. Il n'avait aucun intérêt pour les guerres du conseil des étudiants ni pour la fondation d'une organisation. Il préférait agir seul. Le wagon s'agita de nouveau. Yi venait vraiment de le refuser. Certains étudiants se demandaient quel genre d'origine il avait pour oser rejeter même Ouyang, tandis que d'autres ne pouvaient que soupirer en trouvant cela dommage. Ze ne se mit pas en colère. Il se contenta de sourire à travers la douleur, comme moi, puis tendit sa carte de visite à Yi. Ils auraient toujours hâte de collaborer avec lui à l'avenir. Après cela, le temps passa tranquillement jusqu'à ce que Chuzu regarde dehors et dise qu'ils étaient arrivés. Yi se tourna vers la fenêtre avec un son curieux, puis ses yeux s'écarquillèrent dès qu'il vit la ville par la fenêtre. Il fixa la capitale impériale et murmura que c'était donc Uadu. C'était exactement ce qu'il attendait d'une grande ville. La capitale impériale était remplie de néons, de bâtiments immenses et de technologies avancées partout. Comparé aux endroits que Yi avait vus jusque-là, cette ville donnait l'impression que le grand Xia avait décidé que l'urbanisme normal était beaucoup trop modeste. Une fois que le train de l'université de Uadu atteignit la gare ferroviaire à grande vitesse de la capitale impériale, tout le monde commença à descendre. Une guide attendait l'arrivée des nouveaux étudiants. Elle indiqua patiemment à tous les nouveaux étudiants de l'université de Uadu de passer par la porte en direction du campus. Après avoir avancé plus loin sur le chemin, ils arrivèrent enfin au bout et virent ceux qui les y attendaient. Tout le groupe se figea,
stupéfait, dans un silence total. Un aéronef avancé flottait là, en les attendant. L'annonce demanda à tout le monde d'embarquer dans l'ordre, et leur numéro de siège correspondait à ceux qu'ils avaient utilisés dans le train. Une autre annonce répéta la même instruction, demandant aux étudiants de monter dans l'aéronef de manière ordonnée. C'est alors que Yi aperçut Liu Qingsu marchant devant lui. Il s'approcha instantanément d'elle et l'appela joyeusement, « Petite Zuzu », tout en lui touchant soudainement le dos. Liu Qingsu sursauta de surprise, presque comme s'il venait de lui faire sortir l'âme du corps. Ce contact soudain lui rappela aussitôt ce que sa mère Qinlan lui avait dit. Même si elle était la fiancée de Yi et de nom, ils n'étaient pas encore mariés. Elle ne pouvait pas se montrer trop proche de lui en public, et elle ne devait surtout pas laisser ce garçon profiter d'elle. Elle devait se protéger. Alors Qingsu se retourna avec un visage furieux et exigea de savoir ce qu'il fabriquait en public. Yi, totalement inconscient du séisme émotionnel qu'il venait de provoquer, lui demanda ce qu'elle entendait par « en public ». Il voulait seulement savoir pourquoi il prenait un avion alors qu'ils étaient déjà dans la ville. Qingsu ferma les yeux comme une vraie tsundere et se demanda silencieusement pourquoi sa mère l'avait un jour fiancé à un campagnard pareil. Puis elle expliqua enfin que l'université de Uadu se trouvait dans le ciel. Yi leva les yeux en se figeant. Dans le ciel ? Qingsu pointa vers le haut et précisa qu'il s'agissait de la cité céleste. Peu après, l'aéronef s'éleva à travers les nuages, et l'université de Uadu apparut au-dessus d'eux. Le campus n'était pas seulement une école. C'était une immense ville flottante. L'avion avancé traversa la barrière de l'université tandis que la barrière intelligente s'ouvrait pour les nouveaux étudiants. À l'intérieur de l'aéronef, Yi regarda par la fenêtre et remarqua le filet électromagnétique qui entourait l'université. Il devina qu'il avait été conçu pour empêcher les invasions de monstres. Même sa propre portée de détection diminua une fois qu'ils y entrèrent, ce qui l'obligea à reconnaître que l'université de Uadu méritait vraiment sa réputation. Après leur atterrissage, une guide remit à chacun sa carte d'étudiant et les avertit de ne surtout jamais la perdre. Notre garçon observa sa carte universitaire. Sa photo n'était pas mauvaise, même si elle aurait pu être meilleure. Plus important encore, il était déjà classé S puis une autre annonce leur demanda de se rendre à la station de train à sustentation magnétique et de prendre le train jusqu'à leur dortoir. L'université était si avancée que même son système de métro basique avait l'air bien meilleur que tout ce qu'Anshan n'avait jamais eu. À l'une des stations, Yi pointa dehors et annonça bruyamment qu'ils étaient arrivés dans la ville la plus haute du monde. Tout le monde sauf Zhu le regarda bizarrement. Certains se demandaient de quoi il parlait, tandis que d'autres semblaient se demander d'où sortait cet idiot. De l'extérieur, il avait vraiment l'air d'un fou furieux, mais évidemment, personne ne savait qu'il était le nouvel étudiant le mieux classé. Plus tard, dans l'immense ascenseur, Yi vérifia l'attribution de sa chambre et dit à Zhu que la sienne se trouvait au 42e étage, unité A3. Puis il demanda où son ami logeait. Zhu répondit qu'il était au 45e étage, unité B7. Cela voulait dire que Yi descendrait en premier. Quand notre protagoniste entra dans la chambre qui lui avait été attribuée, il fut immédiatement impressionné. Un dortoir privé de 100 mètres carrés ? Les étudiants de Uadu vivaient vraiment un rêve. Ensuite, il remarqua le tout dernier modèle d'ordinateur, entièrement équipé avec tout ce qu'il fallait. Il allait enfin pouvoir jouer tranquillement à League of Legends, puis il vit la baignoire massante. Selon ses propres mots, personne ne pouvait résister à une baignoire massante. Il y avait même un petit canard de bain. Il s'allongea sur son lit en pensant que toute la chambre donnait l'impression de séjourner dans un hôtel 5 étoiles. Peut-être même mieux. Mais soudain, il sourit. Avant d'en profiter pleinement, il avait une dernière affaire à régler. D'abord, il devait pousser le modèle du vampire Raku au maximum. Dans le train à sustentation magnétique, il avait déjà compris comment utiliser la carte d'étudiant. En scannant le code-barre avec son téléphone, il pouvait se connecter à Uadu Pass, l'application dédiée de l'université. Le marché de la cité académique n'était accessible que via Uadu Pass et utilisait les points académiques comme monnaie numérique exclusive.
Yi avait converti plus de 30 millions de pièces en points académiques à la banque. Yi fixa le nombre et faillit subir des dégâts financiers. Cet homme pouvait tuer un ennemi portant le masque du dragon, mais d'une certaine manière, c'était ça qui lui infligeait le vrai coup critique. Apparemment, 100 000 pièces ne devenaient qu'un seul point. Ce n'était clairement pas un taux de change très honnête. Au moins, le marché académique proposait de vrais trésors. De nombreux objets impossibles à acheter sur le marché ordinaire y étaient disponibles librement, ce qui était clairement l'un des plus grands privilèges des étudiants de Yuadu. Alors Yi se mit au travail et commença à faire ses achats sur son téléphone comme un gobelin avec du crédit académique. Mais après avoir vu le coût total de son panier, il redevint aussitôt raisonnable. Il décida de n'acheter que des noyaux de bêtes d'attribut 100, convaincu qu'il suffirait à pousser le modèle Raku au maximum. Après tout, même le modèle anthropomorphe géant n'avait pas coûté plus de 10 millions de pièces pour dépasser 90% de compatibilité. Peu après, un drone de livraison arriva devant sa fenêtre avec le colis. Il remercia l'étudiant Yi pour son achat, lui souhaita de réussir dans sa progression et lui demanda poliment une note de 5 étoiles. Yi fut impressionné. Le système de livraison d'une université allait plus vite qu'Amazon. Il ouvrit le colis avec excitation et se prépara à manger les noyaux de bête. Cette fois, l'entraînement ne nécessitait pas de salle de sport. Il nécessitait un dîner. Alors il les avala tous rapidement avec joie. Un moment plus tard, il gémit. Manger autant de noyaux de bête d'un coup avait sérieusement malmené son estomac sensible. Mais l'effet était bien réel. Le panneau du système montra que le modèle du vampire Raku avait atteint 100% de compatibilité. La notification apparut, Raku, calamité cramoisie avait été entièrement débloquée. Le panneau du modèle infini de monstre indiquait aussi que la constitution globale de Yi avait augmenté jusqu'à 29. Notre garçon fixa son reflet dans le miroir et sentit immédiatement les changements dans son corps. Il devait reconnaître que les effets étaient incroyables. Même ses crocs étaient devenus plus tranchants. S'il mordait maintenant dans la chair d'un ennemi, boire du sang comme un vampire serait aussi simple que de siroter un thé oléchique. Puis il regarda sa paume et vit que ses ongles étaient eux aussi devenus plus acérés. À cet instant, une idée audacieuse et stupide lui traversa l'esprit. Il devait absolument essayer, juste une fois. Sans hésiter, Yi se planta ses ongles aiguisés dans la gorge. La douleur était si intense qu'il tenait à peine debout. Heureusement, grâce au spectateur de Plotoria qui avait liké et s'était abonné au moment parfait, la gorge de Yi guérit presque instantanément. Ah oui, et la régénération vampirique a probablement aidé un peu aussi. Après ce miracle de soutien des spectateurs, Yi confirma que la capacité de régénération du vampire était au moins perceptible désormais. Mais la mutation corporelle passait au second plan. Le plus important, c'était son nouveau pouvoir, calamité cramoisie. Plus tard, Yi entra dans la salle d'entraînement rattachée à son dortoir et soupira. Comme on pouvait s'y attendre de ce nouveau monde qui vénérait la puissance martiale. Apparemment, même les dortoirs universitaires étaient équipés de salles d'entraînement privées. Il ferma les yeux, concentra son énergie et invoqua l'entité de la calamité cramoisie. Une fois terminé, il ouvrit lentement les yeux et prit une inspiration. Un avatar de Raku se tenait devant lui, son corps écarlate enveloppé dans une tempête d'énergie rouge violente. La créature ressemblait moins à une simple invocation qu'à un cauchemar couvert de muscles, avec des cornes acérées, une cape noire et une présence qui rendait soudain la salle d'entraînement beaucoup trop petite. Puis notre garçon fit l'impensable. Il lui ordonna de le frapper. L'entité n'hésita même pas. Elle avait presque l'air ravie d'entendre ça. Alors elle rassembla toute sa puissance et déploya ses immenses ailes rouges. En quelques secondes, les ailes de l'avatar de Raku se replièrent vers l'intérieur autour de son corps comme un cocon. L'énergie rouge autour de lui se tordit plus fortement, puis la silhouette derrière lui se transforma en une figure humanoïde au visage froid, flottant à moitié dans les airs comme un esprit gardien. Le gardien gris attaqua d'un coup de poing, exactement comme l'hôte du modèle l'avait demandé. Yi leva instantanément les deux bras pour bloquer.
Mais le coup s'écrasa sur notre protagoniste avec une force terrifiante et lui coupa le souffle. Le coup de poing était si puissant que les os de ses deux bras furent broyés. Puis, comme si cela ne suffisait pas déjà, il l'envoya violemment s'écraser contre le mur de la salle d'entraînement. Pendant quelques secondes, il resta là, ses bras détruits pendant inutilement. Puis il se redressa lentement et sourit avec satisfaction. Le test de force physique était terminé. Il était temps de passer au vrai trésor, le gel du temps. Alors il activa sa nouvelle compétence, calamité cramoisie, gel du temps. Un champ sphérique gris se déploya autour de Yi, qui en était le centre. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du champ perdit ses couleurs et devint noir et blanc, comme si même le mouvement de la lumière avait été forcé de s'arrêter. Le chronomètre démarra immédiatement. 1 seconde passa. Puis 2 secondes. 3 secondes. Le champ resta stable pendant que la 4e seconde s'écoulait. Lorsque le chronomètre atteignit 5 secondes, l'espace gris commença à se fissurer. Il sentit la pression monter dans son corps et comprit que cela devait être la limite originelle de la capacité. Mais il refusa de s'arrêter là. Il serra les dents et força le champ de gel du temps à continuer. Le chronomètre avança péniblement jusqu'à 5,1 secondes. Puis 5,2. Puis 5,3. La tension devenait plus lourde à chaque fraction de seconde. Malgré tout, il poussa le chronomètre jusqu'à 5,4 secondes, puis 5,5, puis 5,6. La figure humanoïde devant lui commença à devenir instable, et le champ gris se mit à se briser sur les bords. Il le força une dernière fois à aller plus loin. 5,7 secondes. Puis, tout juste, 5,8. À ce moment-là, le champ de gel du temps s'effondra enfin. Les couleurs revinrent dans la salle d'entraînement, et y tomba à moitié à genoux en essuyant le sang qui coulait de son nez. Malgré tout, il sourit. Comme prévu, 5 secondes était la limite du corps d'origine, mais pas la sienne. Le lendemain matin, Yi et Chuzu marchaient sur le campus sous la lumière éclatante du jour. Notre garçon fronça légèrement les sourcils, la lumière du soleil lui semblait un peu éblouissante aujourd'hui. Zhu lui jeta un regard et lui demanda si cela le gênait vraiment. Yi admit que cela le gênait peut-être un peu. En secret, il pensa qu'après avoir fusionné avec le modèle du vampire, il avait inexplicablement commencé à ne plus aimer la lumière du soleil. Il n'allait pas mourir d'exposition comme un vrai vampire, mais l'inconfort était bien là. Juste après, l'utilisateur de capacité de glace demanda si notre protagoniste avait consulté la nouvelle réforme académique de l'université de Uadu pour les nouveaux étudiants de cette année. Yi ne l'avait clairement pas fait. À la place, il avait passé toute la nuit à se battre contre Raku pendant son entraînement et avait ignoré tout le reste. Alors Zhu expliqua que l'université de Uadu avait changé son ancien modèle d'enseignement basé sur les salles de classe. Cette année, les nouveaux étudiants étudieraient sous un système de mentorat de groupe. Chaque étudiant suivrait un mentor principal pendant l'année académique, tout en pouvant demander conseil à des mentors assistants durant cette période. Yi demanda si cela voulait dire qu'ils devaient eux-mêmes trouver un mentor. Zhu le corrigea aussitôt. Pas eux. Lui devait trouver un mentor. Notre garçon, non. Yi s'arrêta et demanda ce que cela voulait dire. Zhu lui montra son téléphone et lui dit de consulter l'annonce de la veille dans le groupe des nouveaux étudiants. Le message de l'administrateur du groupe indiquait que, puisque le nouvel étudiant Yi avait récupéré les 12 pendentifs du zodiaque, l'école lui accordait le droit de choisir directement n'importe quel mentor, et aucun mentor ne pouvait refuser. Mais la première réaction de notre garçon ne fut pas l'excitation. Il fixa l'annonce et demanda si publier ça dans le groupe n'était pas un peu trop tape à accent grave l'œil. Peu après, les deux arrivèrent au hall du gymnase. Une énorme file de nouveaux étudiants s'était déjà formée devant les salles d'évaluation. Yi regarda la foule et commenta qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Zhu observa le processus et expliqua qu'il semblait que des groupes de 3 entraient dans les salles pour l'évaluation. Après cela, les mentors s'illuminaient et sélectionnaient les étudiants qu'ils voulaient. Alors notre protagoniste complètement fou fit signe à son ami et lui dit d'entrer en premier.
Puisqu'il pouvait choisir n'importe quel mentor comme il le voulait, le moment où il entrait n'avait aucune importance. Après avoir laissé Chuzu derrière lui, Yi s'éloigna du gymnase en marmonnant que choisir des mentors était ennuyeux de toute façon. Puis il s'arrêta soudainement. Il reconnaissait cette odeur. L'endroit sentait le sang. Il se mit aussitôt en mouvement pour suivre la piste. Si ce n'avait été que du sang ordinaire, il l'aurait ignoré. Mais cette odeur était différente. Cachée sous elle se trouvait une intention meurtrière féroce, comme un courant sombre qui coulait sous la mer, lourd de meurtre et de péché. Elle alla même jusqu'à réveiller l'aura meurtrière à l'intérieur de son propre corps. Il devait en trouver la source. Il suivit l'odeur à travers les rues du campus, puis emprunta des chemins plus calmes où la foule se faisait progressivement plus rare. Plus il avançait, plus cette étrange aura sanglante devenait claire. Puis il finit par voir la source. Devant lui se tenait une petite fille aux cheveux blancs, en train de manger calmement son goûter, l'air totalement inoffensive, faisant un petit bruit mignon avant de reprendre une bouchée. Il la fixa avec confusion. Une petite fille aussi adorable pouvait-elle vraiment être la source de cette aura terrifiante? Pendant un instant, il pensa sérieusement qu'il avait dû se tromper. Puis la fille le remarqua. Elle tourna calmement son regard vers Yi et l'observa avec ses yeux dorés tirant sur le rouge, plein de curiosité. Tout à coup, elle lui demanda s'il avait pratiqué la constitution du démon de chair. Yi se figea. Comment pouvait-elle savoir ça? Dans son esprit, cette fille aux cheveux blancs ressemblait à une enfant, mais sa façon de parler donnait l'impression d'un vieux grincheux. Elle l'appelait même gamin. Toute cette situation avait quelque chose de profondément étrange. La fille répondit qu'elle le savait parce qu'elle avait elle-même aidé Xiaoyu à améliorer cette technique. Ce nom ramena aussitôt les pensées de notre garçon vers l'homme féroce à l'intérieur de l'espace de rime martial de la constitution du démon de chair, l'esprit d'héritage vicieux qu'il avait testé avec les 100 fantômes et n'arrêtait pas de l'appeler garçon. Dans l'imagination de Yi, ce même homme féroce sembla sourire comme pour confirmer la chose. La fille aux cheveux blancs expliqua fièrement que Liu Shanggu avait été son disciple plus de 90 ans plus tôt. C'est là que Yi la fixa et lui demanda très sérieusement si elle se moquait de lui. D'accord, les artistes martiaux pouvaient dépasser les limites humaines normales, et les grands maîtres de 80 ou 90 ans pouvaient encore avoir l'air d'être dans la force de l'âge. Mais cette petite morveuse avait pratiquement encore l'air d'un bébé. Yi y réfléchit de nouveau. Pour des guerriers qui pratiquaient certaines techniques avancées, modifier leur squelette pour obtenir des proportions enfantines n'était pas impossible. Mais la fille aux cheveux blancs devant lui dégageait une présence si pure et innocente qu'il semblait impossible de la feindre. Si elle jouait la comédie, alors elle méritait tous les prix du pays. La fille remarqua son incrédulité et lui demanda s'il ne la croyait pas. Notre garçon répondit avec sarcasme qu'il serait plus facile de croire qu'il était le roi de cette terre que de croire son histoire. Au moment où il dit cela, son corps devint glacé. Un frisson remonta le long de sa nuque. Pendant un instant, il eut l'impression que sa tête avait déjà été placée sous une guillotine et tranchée avant même qu'il comprenne ce qui venait de se passer. Il vit l'illusion avec une telle netteté que sa propre tête sembla rouler au loin. Notre héros comprit que l'intention meurtrière était si intense qu'elle lui avait fait halluciner sa propre décapitation. Ses instincts hurlèrent aussitôt danger. Alors, paniqué, il commença à appeler sa calamité cramoisie pour l'activer. Mais la fille lui fourra soudain un bonbon à la fraise dans la bouche et l'arrêta. La pression terrifiante disparut aussi vite qu'elle était apparue. La fille aux cheveux blancs le regarda avec ses yeux dorés rouges et s'excusa gentiment. Elle admit qu'elle y était peut-être allée un peu trop fort et lui demanda de ne pas la dénoncer à l'école. Selon elle, elle n'avait droit qu'à 1 ou 2 heures de sortie surveillée par semaine, ce qui était déjà assez triste comme ça. Elle n'avait pas besoin de restrictions supplémentaires. Yi ignora ses excuses adorables et la fixa sérieusement. Mais qui était-elle, au juste? La fille se présenta comme Gong Ke, une grande maîtresse extrêmement puissante. Puis elle ajouta avec désinvolture que lorsque l'actuel président de l'université de Huadu, Shi Jingwen, était encore enfant, elle l'avait déjà fait pleurer une fois. Les pensées de Yi changèrent aussitôt de direction. À la surprise de Gong Ke, son premier réflexe fut de se mettre à genoux. Si Gong Ke avait aidé à améliorer des techniques martiales cosmiques,
alors elle pouvait forcément l'aider à franchir son goulot d'étranglement. Plus important encore, c'était une grande maîtresse spécialisée dans le combat et l'assassinat, ce qui correspondait parfaitement à son propre style. Dans l'esprit de Yi, ce n'était plus un danger. C'était une opportunité d'investissement avec de toutes petites chaussures. Avec une sincérité absolue, notre garçon déclara qu'il avait erré pendant la moitié de sa vie sans jamais rencontrer le bon maître. Lui, Yi, souhaitait devenir officiellement le disciple de maître Gongke, et espérait qu'elle l'accepterait. Gongke se figea avec un sourire gêné. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que le gamin passe de l'incrédulité à la candidature de disciple en quelques secondes. Son instinct de survie était arrivé en retard, mais son opportunisme, lui, était venu parfaitement préparé. Pendant ce temps, à l'intérieur du Hola, les nouveaux étudiants furent choqués de découvrir que les doyens des 5 grandes écoles de l'université de Uadu servaient de mentors cette année. Certains étudiants murmurèrent que si l'un de ces doyens les choisissait, leur avenir serait assuré à vie. D'autres firent aussitôt remarquer à quel point c'était irréaliste. C'étaient les 5 doyens. Pourquoi s'intéresserait-il à des nouveaux étudiants ordinaires? Puis quelqu'un donna la vraie raison. Bien sûr, les doyens n'étaient pas là pour perdre leur temps. Le nouvel étudiant Yi avait terminé l'épreuve du zodiaque, donc les doyens étaient forcément là à cause de lui. Ce que les nouveaux étudiants ignoraient, c'est que toute la compétition du zodiaque avait été diffusée en direct, et que les spectateurs étaient tous des membres du corps enseignant de Uadu. Dès le début de l'annonce dans le train, les instructeurs observaient déjà la réaction de chaque étudiant face à une crise soudaine. Un système d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale évaluait ces réactions. Les étudiants qui pensaient qu'il s'agissait simplement d'une épreuve inoffensive et fonçaient sans préparation obtenaient de mauvais scores. Le courage, c'est bien, mais entrer dans le danger sans aucun plan, c'est toujours de la stupidité en tenue de cérémonie. Une fois à l'intérieur de la cité du Zodiaque, les étudiants étaient évalués sur leur intelligence de combat, leur véritable compétence en bataille et le leadership qu'ils montraient durant les affrontements contre les combattants masqués du Zodiaque. Même si un étudiant ne tuait pas un combattant du Zodiaque, une performance exceptionnelle dans l'un de ces domaines pouvait quand même lui valoir une note élevée. Mais Yi fut le seul étudiant à recevoir la meilleure note dans toutes les catégories. Et même cela ne suffisait pas à vraiment choquer les 5 doyens. Ce qui les stupéfia, c'est que Yi avait tué le masque du dragon, un boss qui ne faisait même pas partie de l'évaluation officielle de l'épreuve, parce que ceux qui le rencontraient mouraient généralement. Un doyen moustachu expliqua que le protagoniste ne réalisait probablement même pas qui était réellement le masque du dragon. Ce monstre était un modèle créé par le superordinateur Nuwa de la Grand Xia, à partir des données laissées par l'artiste martial protecteur de la nation, Fu Hongsheng, lorsqu'il avait intégré l'université de Uadu des décennies plus tôt. Même Nuwa ne pouvait pas reproduire entièrement la capacité des doubles pupilles divines de Fu Hongsheng à l'intérieur de la simulation de l'œil du mirage. Mais Hongsheng restait malgré tout l'artiste martial le plus puissant de l'histoire du pays, et peut-être même du monde entier. Personne n'avait battu ses records à l'université de Uadu depuis plus d'un siècle. Alors, pour que Yi ait pu vaincre un modèle entraîné sur les données de cette légende, même sans une reproduction complète de ses pouvoirs, cela prouvait son talent extraordinaire. Tant que rien ne tournait mal pendant sa croissance, Yi était assuré de devenir un grand maître. Il pourrait même devenir un grand maître suprême. Pour cette raison, les 5 doyens ne pouvaient que contenir leur excitation et attendre que Yi vienne officiellement chercher un mentor. Puis quelqu'un se précipita à l'intérieur avec un badge et cria qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Il rapporta que Yi avait déjà pris Gongke, ancienne professeure de l'université de la capitale et actuel membre du corps enseignant de grade spécial, comme mentor. Les 5 doyens réagirent tous en même temps, sous le choc. Quoi? Dehors, notre garçon s'accrochait déjà à Gongke comme s'il n'avait aucune intention de la lâcher un jour. Elle essaya avec irritation de le repousser et lui demanda s'il voulait vraiment devenir son élève. Yi le confirma bruyamment. Il l'avait déjà reconnu comme son maître. Dans son esprit, il était surtout soulagé que cette grande maîtresse à l'apparence d'enfant ait en réalité plus de 100 ans. Sinon,
S'agenouiller devant quelqu'un qui avait l'air aussi jeune en plein jour aurait été une scène extrêmement difficile à expliquer. Kay dit que malheureusement pour lui, elle avait déjà été expulsée de l'université. Elle ne pouvait donc pas l'enseigner, même si elle le voulait. Yi utilisa immédiatement sa technique de supplication la plus puissante. Puisqu'elle n'avait droit qu'à 1 ou 2 heures dehors par semaine, si elle l'acceptait comme disciple, il trouverait un moyen de lui rendre sa liberté d'ici 2 ans. Les yeux de Gong-Kei s'illuminèrent aussitôt. Elle demanda s'il était sérieux, et dès que Yi le confirma, elle accepta de lui enseigner sur le champ. Notre garçon ne put cacher son sourire. La mission de recrutement était réussie, et d'une manière ou d'une autre, la grande maîtresse cachée avait été capturée avec une simple promesse de liberté future. Mais avant que les deux puissent rendre cette relation maître-disciple impossible à annuler, une voix cria soudain de les attendre. L'instant suivant, 5 auras puissantes arrivèrent à une vitesse terrifiante. Les 5 doyens venaient d'apparaître. Kay claqua la langue et se plaignit qu'une bande de fouineurs venait d'arriver. Un doyen en armure rappela avec anxiété à l'aîné Gong-Kei qu'elle avait promis de ne pas interagir avec les étudiants pendant son temps de sortie. Avec son état mental actuel, elle n'était pas faite pour enseigner à qui que ce soit. Le doyen moustachu approuva rapidement et supplia l'aîné Gong-Kei de bien vouloir rentrer chez elle. Kay fit aussitôt semblant d'avoir été convaincue. Peut-être qu'elle devrait effectivement rentrer. Puis elle demanda son nom à notre protagoniste. Il répondit immédiatement qu'il s'appelait Yi. Alors Gong-Kei hocha la tête, puis dit à son nouvel élève Yi de l'accompagner chez elle. Les doyens avaient essayé d'arrêter la situation, mais d'une certaine manière, le boss final caché venait simplement de ramasser la cible et de repartir avec. Plus tard, la professeure aux cheveux blancs conduisit notre garçon chez elle, à l'intérieur de l'institut de recherche de Uadu. Tandis qu'elle avançait tranquillement, comme si vivre dans un centre de recherche était parfaitement normal, Yi regardait autour de lui avec intérêt. Une fois entré dans un ascenseur, il demanda si sa professeure vivait vraiment aussi loin. Kay confirma. Principalement parce que, pendant quelques décennies, elle avait eu quelques problèmes et n'arrêtait pas de blesser des gens, alors l'université l'avait installée sous l'institut de recherche. Heureusement, ces dernières années, elle avait appris à mieux se contrôler, ce qui expliquait pourquoi elle pouvait parfois sortir se dégourdir les jambes. Notre héros demanda rapidement si cela voulait dire qu'il était son premier élève depuis toutes ces décennies. Gong-Kei le regarda et dit qu'il avait une façon de penser étrange. Ne devrait-il pas avoir peur? Yi demanda nerveusement si elle voulait dire peur qu'elle le découpe en morceaux. Il avait clairement l'air effrayé à mes yeux, mais je ne pense pas qu'il voulait l'admettre. Bref, ils continuèrent plus profondément dans l'institut et descendirent jusqu'à l'étage -666. Une fois sorti, Yi remarqua que le couloir était extrêmement étroit. Il demanda pourquoi un institut aussi immense avait un passage pareil. Kay répondit simplement. Parce qu'elle était la seule censée y passer. Au bout du passage, Yi remarqua un nombre au-dessus de la porte et demanda à quoi servait ce compte à rebours. Gong-Kei paniqua soudainement. Elle s'était déjà mise à courir avant même que notre garçon remarque que sa professeure avait filé. Il n'y avait plus de temps. Elle lui ordonna d'entrer immédiatement. Yi courut derrière elle en demandant ce que signifiait le compte à rebours. Kay regarda en arrière et expliqua que chaque fois qu'elle sortait, l'horloge commençait à tourner. Si elle ne revenait pas à temps, l'alarme était directement envoyée au bureau du recteur de Uadu. Après cela, toute l'université se lançait officiellement à sa poursuite. Yi avait du mal à croire que c'était réel. Une professeure traquée par sa propre université, ça semblait complètement absurde, mais Gong-Kei avait l'air assez sérieuse pour que notre protagoniste n'ait pas d'autre choix que de la croire. Le système de sécurité émit un bip alors qu'il franchissait la porte de justesse. Les portes métalliques se verrouillèrent, et la professeure aux cheveux blancs poussa un soupir de soulagement. Ils avaient réussi. Mais Yi sentit aussitôt l'étrange environnement autour de lui. Il y avait une sorte de champ magnétique. Son énergie martiale ne pouvait pas se rassembler correctement hors de son corps. Cela signifiait que toutes les techniques martiales utilisées dans cette pièce seraient considérablement affaiblies.
Gong-Kei expliqua avec désinvolture que c'était évidemment normal. C'était sa cellule de confinement. Pour l'empêcher de s'échapper, Shi Jingwen et sa petite bande lui avaient construit une énorme maison de 3 niveaux. Elle était entièrement équipée de salles de divertissement, de salles d'entraînement, d'espaces de vie quotidien et de tout ce dont elle avait besoin. Mais elle était aussi recouverte de puissants suppresseurs magnétiques destinés à perturber l'énergie martiale. Au cas où elle s'ennuierait un jour au point de vouloir s'évader. Yi regarda autour de lui et jugea silencieusement l'endroit. Gong-Kei appelait ça une cellule, mais c'était littéralement une suite de luxe. Tout était fourni, chaque confort était assuré, et l'université avait plus ou moins consacré la professeure Gong sous terre comme une impératrice extrêmement dangereuse. Pendant ce temps, la scène passa à Shi Jingwen, le président de l'université de Yuadu. Quelqu'un rapporta au téléphone, d'une voix urgente, que Yi venait de devenir le disciple de Gong-Kei. Le président Shi lui dit simplement de laisser faire. Il rappela à son interlocuteur que l'objectif de Yuadu n'était pas de former une meute de talents de niveau moyen. Ils essayaient de former une personne capable de porter l'avenir du grand Xia et de toute l'humanité. Quand un véritable génie apparaissait, leur rôle était de le soutenir pleinement et de le laisser grandir librement. Le président Shi décida de laisser Yi s'entraîner sous la direction de Gong-Kei pour le moment. Le camp d'entraînement spécial pour les nouveaux étudiants locaux était presque terminé, et Yi deviendrait la pierre à aiguiser utilisée pour affûter ces jeunes lames encore inexpérimentées. L'employé de l'université comprit. Puis un autre rapport arriva depuis l'ordinateur du président Shi. Le système indiquait que Yi était entré dans la zone de confinement avec Gong-Kei, et que tout était stable pour l'instant. Cependant, selon l'analyse prédictive, Gong-Kei de grade spécial présentait encore un risque de 5 à 14% de perdre le contrôle lorsqu'elle était confinée avec une autre personne sur une longue durée. Le rapport listait clairement le danger. Taux de survie en chambre partagée, probabilité de blessure, taux de réussite du sauvetage, et une fenêtre de sauvetage sur de seulement 13 minutes. Puis il donna la partie vraiment horrible. Yi avait 89,7% de chance de ne pas survivre jusqu'au sauvetage. Même s'il était secouru, il avait encore 95,3% de chance de ne pas s'en sortir. Le président Shi se tenait près de la fenêtre et réfléchissait à la signification des combattants de classe spéciale. Ils étaient soit des condamnés à mort dotés d'une force immense, soit des artistes martiaux possédant un pouvoir incontrôlable à cause de circonstances particulières. En temps de paix, l'État limitait leur liberté. Mais lorsque le grand Xia faisait face à une véritable crise, ces personnes étaient déployées sur les lignes de front comme des armes de niveau national. Face à quelqu'un comme ça, le président Shi pensait que Yi devait être prêt à mourir. Sans ce genre de détermination, comment pourrait-il suivre la voie du massacre? Au même moment, leur pays manquait de temps. Les imbéciles de la Fédération de Brighton du Nord et les hérétiques fanatiques de la Nation de la Descente Divine, qui vénéraient la technologie des royaumes secrets, devenaient tous agités. Cette nouvelle génération devait grandir vite. De retour dans la salle de confinement, Gong-Kei conduisit Yi au hall d'entraînement du niveau B3. L'espace d'entraînement était immense, construit comme une arène souterraine et entouré de murs en alliage spécial. Cela faisait des décennies qu'elle n'avait enseigné à personne. Quoi qu'il en soit, il commencerait par un duel d'entraînement pour qu'elle voie où il en était. Mais avant de commencer, notre garçon demanda rapidement si elle allait réprimer sa cultivation jusqu'au stade martial pendant leur duel. Gong-Kei cligna des yeux, puis éclata de rire. Elle avait oublié de le faire. Oups. Puis elle étira tranquillement ses bras et sa taille comme s'il s'agissait d'un simple échauffement normal. Pendant ce temps, Yi prit sa posture et annonça qu'il était prêt. Même en se préparant, il se souvenait de l'illusion de la guillotine de tout à l'heure. Il n'avait vraiment pas envie de revivre ça. Mais avant même qu'il puisse terminer cette pensée, Gong-Kei bougea. Elle apparut devant lui en un éclair, la main déjà dirigée droit vers sa gorge. Les yeux de Yi s'écarquillèrent. Sa professeure avait visé directement les points vitaux. Il était passé où, le duel amical? Dans ce minuscule laps de temps, il calcula au moins 5 schémas d'esquive possibles.
Mais dans chaque version, Kei le touchait avant même qu'il puisse bouger. Elle lisait déjà ses pensées comme dans un livre ouvert. Y compris que l'esquive ne servait à rien. Son seul choix était d'encaisser le coup de face. Alors il activa le corps de combat à lumière nucléaire, et une lumière bleue profonde jaillit de son corps tandis que sa vitesse augmentait brusquement. En même temps, notre protagoniste leva une main pour protéger sa gorge et rassembla son énergie avec l'autre pour contre-attaquer. Gonke sourit vivement en voyant son choix. Il utilisait l'éveil de sa lignée pour augmenter sa vitesse, se défendre et contre-attaquer en même temps. Malheureusement pour lui, elle était toujours plus rapide. Elle retira sa première attaque et fit un mouvement auquel il ne s'attendait pas. Ses bras s'enroulèrent autour des siens comme un serpent. Puis elle sauta sur son dos et tira violemment. Un cri brutal résonna dans le hall d'entraînement. Le poignet, le coude et l'épaule de Yi furent tous déboîtés en un seul mouvement, presque arrachés par la force. S'il avait été un guerrier ordinaire, cette douleur à elle seule aurait mis fin au combat instantanément. Gonke bondit en arrière tandis que l'éveil de lignée de Yi disparaissait. Notre garçon ignora ses blessures et fixa sa professeure avec un sourire douloureux. Elle ne se retenait vraiment pas. Son éveil de lignée venait d'être annulé en un seul mouvement. De l'autre côté de la zone d'entraînement, le sang de Yi fit briller les yeux de Gonke. Elle sourit, parce que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu de sang. Malgré tout, notre héros sourit et comprit la situation. Il ne pouvait absolument pas rivaliser avec sa professeure en technique physique. Alors il lui dit que, ensuite, il allait utiliser une compétence martiale légèrement injuste, et lui demanda de lui donner quelques conseils. Une énergie bleue et tonitruante éclata autour de lui et remplit tout le terrain d'entraînement d'une aura lourde et oppressive. Yi était heureux d'avoir également poussé au maximum le modèle anthropomorphe géant pendant la nuit. Gonke observa cette puissance monter avec un sourire espiègle. Une compétence martiale d'une telle puissance lui faisait se demander si Yi pouvait encore être appelé un simple disciple martial. On dirait bien qu'elle avait accepté un sacré monstre comme élève. Puis elle décida qu'en tant que professeure, elle devait elle aussi montrer un peu de vrai talent. Mais Yi activa sa forme divisée anthropomorphe ancestrale, anthropomorphe méchabête, et encaissa son attaque de plein fouet. Une massive armure noire se forma autour de lui, comme une bête mécanique faite de chair durcie et d'énergie violente. Ensuite, il lança instantanément un coup de poing depuis l'armure mécha en direction de la petite fille. Mais Gonke souffla calmement sur ses ongles avec un petit air suffisant. Puis elle bougea la main comme une lame. À cet instant, même ses ongles semblaient plus tranchants que l'acier. C'était suffisant pour découper l'armure du robot. À la seconde où le coup de poing entra en collision avec sa main, l'armure se fissura sous son propre élan. La paume de Gonke déchira tout le bras d'un seul coup. À l'intérieur de l'armure mécha, Yi fixa les dégâts avec stupeur. Cette armure de chair anthropomorphe avait été créée à partir de l'enveloppe extérieure de l'empereur cosmique. Sa défense était au moins des dizaines de fois supérieure à celle de la forme anthropomorphe géante. Pourtant, elle venait de la déchirer comme un emballage bas de gamme. Puis quelque chose d'encore pire se produisit. Dans la fraction de seconde qui suivit la collision, sa professeure était déjà derrière lui, se dirigeant droit vers le cou de l'armure, là où son véritable corps était caché. Sa capacité de détection était terrifiante. Il avait complètement arrêté toutes les fonctions vitales de son vrai corps, et pourtant, elle l'avait quand même trouvé. Gonke l'appela en préparant une nouvelle entaille. Il devait sortir avant qu'elle ne le force à sortir. Avant qu'elle puisse découper l'armure, des dizaines d'immenses pics jaillirent et la forcèrent à reculer dans les airs. Alors qu'elle atterrit non loin. Mais lorsqu'elle releva les yeux, l'armure géante s'était déjà tournée vers elle. Son immense bouche s'ouvrit en grand, et une énergie nucléaire terrifiante se rassembla dans sa gorge. Il la provoqua directement. Puisque ses frappes étaient si puissantes, il se demandait si elle pouvait aussi trancher cette attaque. Bien sûr, il savait que son souffle nucléaire ne ferait pas fondre une grande maîtresse comme elle aussi facilement. Mais il voulait quand même voir comment elle allait s'en défendre. Avant que l'attaque puisse se libérer complètement, le monde autour de Yi changea soudainement. Son corps fut lié par d'innombrables chaînes épaisses.
plus important encore, il n'était plus dans l'armure Mecha. Il se retrouva soudain sous cette même énorme guillotine. Notre protagoniste reconnut l'endroit instantanément. Après tout, impossible d'oublier la guillotine. Mais cette fois, il avait un plan. Avant que la lame puisse tomber, Yi activa Calamité Cramoisie, gel du temps. Le gardien musclé familier de Raku apparut derrière lui. Le domaine d'arrêt du temps s'étendit à chaque milliseconde qui passait, jusqu'à finalement stopper la lame. Sous les ordres de Yi, il lança une tempête de coups en une seule seconde, martelant la guillotine et le domaine d'intention meurtrière avec ses poings dorés. Cependant, son domaine de gel du temps s'effondra soudainement d'un seul coup, et la vision de notre protagoniste devint floue. Un moment plus tard, Yi ouvrit lentement les yeux. Il était allongé sur le sol de la salle d'entraînement, complètement vaincu. Gonke se tenait à côté de lui et toussa légèrement, lui demandant s'il était enfin réveillé. Puis elle commenta que cette chose autour de lui, qui ressemblait à une carapace de tortue, était incroyablement solide. Quand notre garçon regarda autour de lui, il vit des fragments de cristal dispersés sur le sol. Il comprit plus ou moins ce qui s'était passé. Professeur Gonke l'avait violemment arraché de la bouche de la forme anthropomorphe. Même le cristal défensif durci qu'il avait formé autour de son vrai corps avait été pulvérisé comme si ce n'était rien. Mais ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire au stade de disciple martial. Yi la regarda avec méfiance et lui demanda directement si elle avait triché. Gonke le nia aussitôt. Tricher? Elle l'avait battu à la loyale. Où était la triche là-dedans? Alors notre garçon lui demanda si elle en était sûre. Sa professeure ajusta rapidement sa réponse. Bon, peut-être qu'elle avait utilisé juste un tout petit peu plus de force que nécessaire. Elle était super forte, après tout, alors se retenir parfaitement à chaque mouvement était difficile. Yi resta silencieux et continua de la fixer. Le silence s'étira. Kei se figea sous la pression de ce regard suspicieux. Finalement, elle céda à la culpabilité. Elle l'admit immédiatement et promit qu'elle ne tordrait plus les règles la prochaine fois. Il ne devait pas lui en vouloir juste pour ça. Puis sa voix s'adoucit, et elle le supplia de ne pas partir. Elle n'avait eu personne avec qui jouer depuis des décennies. Et c'est ainsi que la terrifiante grande maîtresse de Yi révéla son véritable danger. Elle était assez puissante pour démonter ses cartes maîtresses comme des jouets, assez sans honte pour tricher dans un duel d'entraînement, et assez seule pour transformer un simple entraînement en tutoriel d'horreur de survie. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Yi est arrivé à l'université de Uadu, a refusé l'invitation d'Ouyangze à diriger une nouvelle organisation étudiante, s'est installé dans son dortoir de la Cité Céleste, puis a immédiatement poussé le modèle du vampire Raku au maximum pour débloquer Calamité Cramoisie et son pouvoir de gel du temps. Ensuite, après le début de la sélection des mentors de Uadu, notre garçon a suivi une aura sanglante terrifiante jusqu'à Gonke, est devenu son disciple, et a découvert que la grande maîtresse pouvait démonter même ses formes les plus puissantes à l'intérieur de sa zone de confinement souterraine. Avec Kei qui le supplie de ne pas partir et Uadu qui la traite comme une arme nationale, la vie universitaire de Yi commence clairement de la manière la plus dangereuse possible. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres résumés comme celui-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pensez que Yi peut survivre à l'entraînement sous Gonke, ou est-ce que notre garçon vient de choisir le mentor le plus terrifiant de toute l'école? Merci d'avoir regardé, et on se retrouve tous dans le prochain épisode.